Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et qui fait beaucoup débat dans le monde de l'éducation, la situation problème. Derrière ce nom un peu technique se cache en fait une idée assez révolutionnaire sur la façon d'apprendre. C'est un peu la question à 1 million. Est-ce qu'on apprend mieux en écoutant sagement une leçon ou en étant directement jeté dans le grand bain, forcé de trouver soi-même comment nager? Toute la discussion autour de la situation problème part de là. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse situation problème ? Eh bien disons que c'est une approche qui vient un peu secouer les habitudes de l'enseignement plus classique. Voilà l'idée centrale. En gros, on met l'élève face à un obstacle, un vrai casse-tête qu'il ne peut pas résoudre avec ce qu'il sait déjà. Ça crée une sorte de conflit dans sa tête qui le pousse à chercher, à tester et finalement à construire lui-même le savoir qui lui manquait pour s'en sortir. Et là, le contraste est vraiment frappant. On passe d'un modèle où le prof transmet un savoir que l'élève doit ensuite appliquer à un modèle où l'élève est l'acteur principal qui doit carrément bâtir sa propre connaissance pour surmonter un défi. C'est un vrai changement de perspective. Et ce n'est pas juste un changement de technique, c'est bien plus profond. C'est toute la philosophie de l'enseignement qui est repensée. Le centre de gravité de la classe se déplace du professeur vers l'élève. Et ça, c'est le point clé. Le plus important, ce n'est pas tant la réponse finale. Non, ce qui compte vraiment, c'est le cheminement. La manière dont l'élève va tâtonner, essayer, se tromper peut-être, puis trouver une stratégie. C'est ça, le véritable apprentissage. La bonne réponse, c'est presque la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, cette citation de Jean Dugal le résume parfaitement. Elle dit bien que l'effort de recherche, l'activité intellectuelle de l'élève pour résoudre le problème est tout aussi formateur, si ce n'est plus, que la solution elle-même. Bon, tout ça est un peu théorique, c'est vrai. Alors pour que ce soit plus concret, voyons ce que ça peut donner avec un exemple tiré d'un cours de boxe. Voilà la situation problème. C'est direct, c'est concret. L'adversaire avance sur moi, il va marquer des points, mes techniques habituelles ne fonctionnent pas, qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je peux le stopper net ? Et le processus est bien cadré. D'abord, on met en place le défi. Puis, place à l'action. L'élève doit trouver une solution sur le vif. Ensuite, on prend une pause, on analyse. Qu'est-ce qui a marché ? Pourquoi ? Et enfin, une étape cruciale, la verbalisation. L'élève met des mots sur ce qu'il a découvert. C'est comme ça que la connaissance s'ancre. Et voilà le genre de solution que l'élève pourrait découvrir par lui-même. Personne ne lui a dit « utilise un coup de pied d'arrêt ». Non, c'est par l'expérience, en essayant, qu'il a compris que ces techniques étaient des réponses efficaces à son problème. Il s'est approprié ce savoir. Sur le papier, cette méthode est vraiment séduisante. Un élève actif, engagé, qui construit son savoir, ça semble idéal. Mais est-ce que ça marche vraiment ? C'est là qu'on va devoir changer complètement de perspective. L'intuition nous dit que c'est une bonne chose. Ça paraît logique, moderne. Et pourtant, quand on se penche sur ce que dit la recherche scientifique, l'histoire est bien assez différente. Passons donc de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que les grandes études en sciences de l'éducation nous disent sur l'efficacité réelle de cette approche ? Accrochez-vous, le tableau est beaucoup moins idyllique. Voilà le verdict principal qui ressort des sources. Autant l'idée est belle, autant quand on mesure les résultats concrets de l'apprentissage, la découverte sans guidage ne semble pas tenir ses promesses. Son efficacité est jugée particulièrement faible. Alors pourquoi ? Plusieurs points reviennent constamment. Les méta-analyses, qui sont des synthèses de centaines d'études, la classent très bas en termes d'efficacité. Elle va aussi à l'encontre de ce qu'on sait du fonctionnement de notre cerveau, et surtout, elle est systématiquement moins performante que les méthodes où l'enseignant guide l'élève de manière très claire. En gros, il semblerait bien qu'il faille d'abord apprendre solidement les bases avant de pouvoir résoudre des problèmes complexes. Pour bien comprendre, il faut parler de cette théorie. Imaginez que votre mémoire à court terme, c'est comme la mémoire RAM d'un ordinateur. Elle est très limitée. Si on lui demande de faire deux choses complexes en même temps, c'est-à-dire chercher une solution et en même temps apprendre les concepts pour la trouver, le système sature. Le cerveau est tellement occupé à chercher qu'il n'a plus de ressources disponibles pour stocker l'information durablement. La question qui se pose, c'est, d'accord, si on laisse tomber cette idée de découverte pure, on fait quoi ? On retourne au cours magistral où l'on ne fait qu'écouter ? Pas forcément. L'alternative que la recherche met en avant, c'est celle d'un enseignement explicite, avec un guidage très fort. Concrètement, ça veut dire qu'avant de laisser l'élève se débrouiller, on lui montre d'abord des exemples résolus. On lui explique chaque étape, on lui donne tous les outils. Et une fois, et seulement une fois, que ces bases sont vraiment solides, là il peut s'attaquer à des problèmes en autonomie. On construit d'abord les fondations avant de commencer à monter les murs de la maison. Et on termine sur cette réflexion. La situation problème, même si son efficacité est remise en cause, a le mérite de viser l'engagement et l'autonomie. L'enseignement explicite, lui, vise avant tout l'efficacité.
Le véritable enjeu pour l'éducation aujourd'hui n'est-il pas justement de trouver le parfait équilibre entre ces deux mondes ? Entre guider suffisamment pour ne pas perdre les élèves et laisser assez de place à la découverte pour qu'ils s'approprient vraiment le savoir. La question reste ouverte.